Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où nous allons introduire le PowerShell et voir ses notions de base. Notre vidéo se déroulera comme suite. Premièrement, nous allons d'abord introduire le sujet en définissant le PowerShell et l'origine du nom de code. Deuxièmement, nous allons passer à l'histoire et aussi l'éditeur du code utilisé. Troisièmement et le plus important, on va voir le langage PowerShell, la syntaxe, la liste de verbes, comparaison entre le langage PowerShell et le langage de script Unix. On va voir comment déclarer, forcer le type d'une variable et comment stocker le résultat d'une commande dans une variable. On va faire aussi l'exécution des scripts et le pipeline de PowerShell. Enfin, on va voir les avantages et les limitations de PowerShell. PowerShell, Windows PowerShell, anciennement Microsoft Command Shell, MSH, nom de code Monad, est une suite logicielle développée par Microsoft qui intègre une interface en ligne de commande, un langage de script nommé PowerShell ainsi qu'un kit de développement. Elle est inclue dans Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 et Windows 11, y compris les versions grand public, et s'appuie sur le framework Microsoft.NET. Origine du nom de code. Le nom de code Monad vient du livre Monadologie du philosophe Leibniz, où il affirme que la réalité est composée d'éléments fondamentaux appelés monades, qui sont intégrés dans une harmonie préétablie. De façon analogue, Windows PowerShell est composé d'une série de tâches exécutées par une série de composants. Dans le cas présent, ces composants sont appelés commandlets, abrégés en CMDlets dans la console de commande. On rencontre aussi l'anglicisme commandlets. Histoire. La première version de PowerShell était PowerShell 1.0 qui est sortie le 14 novembre 2006 et la dernière c'est 7.2.2 qui est sortie le 16 mars 2022. PowerShell est l'héritier de MS-DOS. En effet, Windows PowerShell est le successeur des interfaces en ligne de commande DOS de Windows fournies par command.com, c'est-à-dire les interfaces MS-DOS et cmd.exe de Windows NT depuis 1993. L'éditeur de code utilisé. Nous avons premièrement Visual Studio Code. Microsoft Visual Studio Code est un éditeur de code gratuit, puissant et léger pour Windows, macOS et Linux. C'est un éditeur de code redéfini et optimisé pour créer et déboguer des applications web et cloud modernes. Deuxièmement, PowerShell ISE. L'environnement de script intégré ISE de Windows PowerShell est une interface utilisateur graphique et une application d'hébergement frontal pour Windows PowerShell. L'ISE permet aux développeurs d'exécuter des commandes PowerShell et de créer, tester et affiner des scripts PowerShell sans avoir à opérer directement dans les interfaces de ligne de commande CLI PowerShell traditionnelles. Les scripts PowerShell utilisent l'extension .ps1. Notez bien, PowerShell IES est intégré à Windows en version 32 et 64 bits. Dans ce qui concerne l'éditeur PowerShell ISE, je vais vous montrer comment l'utiliser et aussi ses propriétés. Voici mon ISE. L'ISE typiquement a 3 volets disponibles. Celui-là va être notre volet de script. Donc, si j'entre une commande ici, par exemple, j'écris getAlias, cela ajoute simplement ma commande à mon script et je peux avoir plusieurs scripts ouverts chacun d'entre eux sur un onglet différent. Par exemple, j'écris ici getACL. Donc c'est un éditeur de script. Celui-là, c'est mon volet de console. Il me permet d'exécuter des commandes de manière itérative. Donc, si je tape ici une commande,
par exemple get help, il ira de l'avant et exécutera ma commande. L'autre chose que vous allez remarquer, c'est quand j'ai tapé get, il commence à apparaître des commandes possibles. C'est un outil appelé IntelliSense et l'idée ici est qu'il vous aidera à découvrir comment utiliser les commandes de PowerShell, qui peut être vraiment très utile lorsque vous apprenez PowerShell. Mais sachez que si vous en devenez vraiment dépendant, vous fonctionnez sur un serveur comme un Nano ou un serveur installé sans interface graphique en tant qu'installation de base, vous n'y avez peut-être pas d'accès. Donc je vous conseille de vous habituer un peu, de travailler dans une console un peu plus. Maintenant je vais vous montrer le troisième volet ici, c'est notre explorateur de commandes. Et l'idée ici est de nous aider à en savoir plus sur les commandes afin que j'aille tous les modules et que je puisse choisir le module particulier que je cherche. Donc, si je cherche des éléments dans un module particulier, je peux choisir le module que je veux et il me montrera tous les commandes de ce module. Je peux également chercher commande ici. Par exemple, je cherche get help. Voilà, il me montre mon get help ici. Et quand je clique dessus, cela va me donner la possibilité de mettre tous les détails, afin que ce soit toutes les options que je peux mettre dans ma commande. Maintenant, une fois que j'obtiens cette commande exactement comme je le veux, je peux la copier et alors la coller dans mon script, ou je peux insérer la commande dans ma console et l'exécuter, ou je peux simplement exécuter la commande et il l'exécutera immédiatement. Langage PowerShell. PowerShell est un langage de script fondé sur la programmation orientée objet. Le logiciel PowerShell, qui est un fichier exécutable PowerShell.exe, est l'interrupteur de l'interface en ligne de commande de l'environnement de développement Windows PowerShell. L'environnement Windows PowerShell ne propose pas seulement une suite de commandes d'administration et de gestion de système comme peuvent être certains shells, notamment son ancêtre command.com avec ses fichiers batch. C'est aussi un interrupteur de langage de script orienté objet. Syntaxe. Les commandes PowerShell sont constituées d'un verbe ou préfixe et d'un nom séparé par un tiret. Ils peuvent être suivis de paramètres. On les appelle des commandelets pour commandes applets en anglais ou phrases en français. Dans l'interface en ligne de commande, elles sont abrégées en CMDlet. On rencontre parfois l'anglicisme commandlets. L'utilisation d'instructions structurées comme des phrases permet de mémoriser plus simplement un grand nombre de commandes. Cette facilité est toutefois limitée car elle s'applique uniquement aux personnes qui possèdent un minimum de vocabulaire en anglais. Exemple, get help. Cette phrase qui signifie littéralement en français obtenir aide affichera l'aide de PowerShell après l'avoir validée avec la touche entrée dans la console de commande. On passe à la liste des verbes. On a vu dans le syntaxe que les commandes de PowerShell composées de deux parties. La première partie, c'est le verbe et il y a plusieurs verbes comme add permet d'ajouter des données aux informations sur le nom qui le suit. Get permet d'obtenir des données ou informations sur le nom qui le suit. Clear permet de réinitialiser un affichage ou une variable. Import et export permet d'importer, exporter des fichiers de commande ou des alias. New permet de créer de nouveaux objets ou variables. Set permet de définir des données ou informations sur le nom qui le suit.
Write permet d'écrire des données aux informations sur le nom qui le suit et qui le suit et peut agir comme le compte rendu d'une commande. Oui, nous avons fait une comparaison. Nous avons fait une comparaison entre PowerShell et les langages script à la base influencée par le langage TCL. PowerShell est le plus proche des langages de script comme PERL que de langages de shell comme Bash. Et il n'y a aucune ressemblance entre le PowerShell et le langage batch des fichiers .bat de DOS Windows. Le but de Microsoft est de faire un langage de script complètement intégré avec autant de fonctionnalités que qui existent sous Unix et Linux et avec le même niveau de sécurité. Par contre, les échanges entre composants se font sous forme d'objets et ne pas de texte. Sous Unix, les échanges se font sous forme d'une type sous la forme d'un flux d'octets interprété entre l'entrée d'un composant et la sortie d'un composant. À l'opposé avec Windows PowerShell, les échanges se font en format objet. En effet, Windows PowerShell rend accessible en ligne de commande les bibliothèques. Ce tableau-là va nous permettre de faire une comparaison entre les commandes dans PowerShell, dans les shells Unix et aussi dans CMD. Le tableau, comme vous voyez, il est constitué de 5 colonnes. La première colonne qui contient les commandes dans PowerShell ou bien les CMDLets, leur alias dans la deuxième colonne, la troisième colonne qui contient leur équivalente en CMD, la quatrième qui contient aussi leur équivalente mais dans les shells Unix, et la cinquième où on va trouver la description de ces commandes. Commençons par la première commande, get child item. Pour son alias, on peut faire GCI ou bien dir ou bien ls. Son équivalence dans CMD est dir et son équivalence dans l'échelle des systèmes like Unix, c'est ls ou bien dir. Cette commande permet de lister les fichiers et les répertoires du répertoire courant. Je vous présente les commandes que j'estime indispensables pour bien commencer le PowerShell. On commence par la première commande, get command. Cette commande, si on exécute son paramètre, elle va nous tourner l'intégralité des commandes disponibles sur la machine locale. Et l'objectif de cette commande, de vous aider de trouver des commandes vous la connaissez pas. On exécute. Et voici tous les commandes existent dans la machine locale. Si on veut seulement les commandes, par exemple, qui se commencent par un verbe précis, par exemple new, on fait get command verbe new. Et il m'affiche seulement les commandes qui se commencent par le verbe new. Et si on veut des commandes, par exemple, quand il y a le nom service, on crée -name. Je fais ces listes pour afficher les applications, les applications, les fonctions et les commandes contiennent le nom service. Et voici les fonctions contiennent ces services là, les commandes CMD, les applications. Si on veut seulement les commandes de type CMD, on écrit
commande commande type cmd delete. Et voilà, on affiche seulement les commandes cmd delete, c'est service. On passe à la deuxième commande, get help. Elle peut donner une commande comme start service. Le console va afficher l'aide par rapport à cette commande. Le nom, syntaxe, les alias, les remarques, etc. Elle est en autre option qui permet d'afficher les help, mais dans une autre fenêtre. Help start service for out very grid view. Elle m'affiche l'aide par rapport à la commande start service dans une petite fenêtre. Comme on avait dans la console, mais de version un peu graphique. Le nom, syntaxe, paramètres, etc. On passe à la commande suivante, get number. Cette commande besoin d'un commande source après de l'écrire. Par exemple, on écrit get service get member. Cette commande récupérer les informations sur les services. On peut voir des différentes informations retournées. On a les méthodes, les propriétés. Donc les propriétés sont toutes les informations obtenues par cette commande. Par exemple, le nom, et la commande va retourner le résultat qui sera totalement différent en fonction de la commande que va la mettre dans l'entrée. Et les méthodes, on va dire, ce sont des actions prédéfinies que l'on peut utiliser avec notre commande. Généralement, l'intérêt de cette commande getMember, c'est d'aller explorer précisément les commandes pour aller chercher les propriétés qui vont bien et obtenir les informations que l'on recherche. Donc là, c'est pareil, on va s'appuyer en complément sur l'aide en ligne. On passe à la commande suivante, get process, qui est une commande qui nous permet de lister les processus actifs sur la machine. On fait grossièrement, ça permet de retrouver les informations que l'on a dans l'exploiteur de tâches de Windows. Directement en PowerShell, on peut accéder à nombreuses informations directement en PowerShell, et on peut accéder de nombreuses informations directement. Donc là, on peut voir que l'on a notamment tout qui va être nos projets, le nom de process, mais également sa consommation au niveau de la machine Windows. On n'a pas le nom d'utilisateur qui est propriétaire sur de process. Donc là, on va utiliser en fait un paramètre supplémentaire
paramètre supplémentaire pour afficher le nom de l'utilisateur propriétaire. Et include username. Et à partir de là, on peut voir. Et à partir de là, on peut voir. On peut voir le nom de l'utilisateur. Le nom de l'utilisateur qui est particulièrement intéressant et on pourrait faire une requête pour rechercher uniquement les processus liés à l'utilisateur, ce qui peut avoir de l'intérêt fait notamment sur un serveur RDS, etc. On va utiliser la commande qu'on a vu juste avant, la commande getNumber. Get process on peut voir qu'il y a des informations précises et il y a énormément de propriétés. Au niveau de getProcess, ce qui nous permet d'avoir vraiment beaucoup des informations récupérables directement en ligne de commande. Ensuite, si on veut cibler un processus spécifique, on peut faire un gain de process, rename le nom de process et avec le nom de l'utilisateur associé comme ça. Get process -name et je mentionne le nom d'un process, par exemple exploring include. Elle m'affiche seulement les processus explorés. Il y a un seul processus exploré. Et la autre option, get. Si je veux donner à le système des informations précises pour m'afficher. Par exemple, pipe. Format table et j'ai mentionné ce que je veux. Je veux le nom de procès, le nom start time et elle m'affiche seulement les noms des processus et la date. Génère simplement un tableau qui va nous afficher deux informations, le nom de process et la date à laquelle elle était démarrée, aussi l'heure. On passe à la commande suivante. Get space drive va permettre de récupérer les informations sur les différents lecteurs de système. On peut voir ici les listes bien des différents volumes de système et on peut également aller voir tout ce que va être variable d'environnement ici.
Et maintenant, on passe à la commande getContent qui permet d'afficher, qui permet de récupérer le contenu d'un fichier. Get content bat et on mentionne le chemin de fichier. Par exemple, je veux afficher le contenu du fichier PI.text qui se trouve dans TEMP, qui se trouve dans le disque C. Et voici le contenu de fichier PI.text. Si je veux afficher seulement les 5 premiers, les 5 premiers lignes, on fait tirer total count 5. Et on affiche seulement les 5 premières lignes. Et si on veut les 5 dernières lignes, on fait tile 5. Et on affiche les 5 dernières lignes. Et si je veux si le répertoire contient plusieurs extensions et je veux une extension précise, on fait on mentionne seulement les répertoires. Elle m'affiche seulement les fichiers PDF dans le répertoire TEMP. Si je veux deux extensions, par exemple, get bat, je mentionne le répertoire TEMP. J'ai fait un sinistre. Cet sinistre, je vais l'ajouter parce que si on ne l'ajoute pas, le commande va afficher le résultat vide. Include .exe par exemple. .pdf. Elle m'affiche les fichiers .exe, les fichiers .pdf qui existent dans le répertoire TMP. Je dis que la sinistre, si on ne fait pas le sinistre, le résultat sera vide. On teste. Et voici le résultat est vide. On passe à la commande suivante, c'est get item. Nous permet de récupérer les informations sur les éléments d'un dossier lorsqu'on fait un sinistre, afficher le contenu du fichier. Et on peut préciser le fichier que nous voulons, par exemple. Par exemple, on prendra un exemple. Get item journal
P, P, point texte. Et la fiche des informations sur le dossier p.text, le monde, last write time, lunch name. Et si je veux afficher les informations précises, par exemple name, date de création, je fais type select point objet et je veux le nom du fichier, je veux la date de création time, et je veux aussi last dernière date d'accès, last access time. Elle affiche seulement les informations que j'ai mentionnées dans le command name, date de création et la dernière date. Et pour créer un nouveau dossier, un nouveau fichier d'abord, on utilise la commande new et tm. Bat mentionne le chemin de répertoire où je veux créer mon fichier et je donne le nom fichier, par exemple array, et créer le array. Je fais get et mentionner le répertoire pour savoir si il créé ou non. Le fichier c'est tmp. Et voici le fichier array. Si je veux créer un fichier dans le fichier courant, je fais à la place de chemin, répertoire, je fais point. Et on a créé un fichier dans le répertoire courant. On passe à la commande suivante, remove -etm pour supprimer un fichier. Et là, je veux, dans l'exemple de suppression de contenu d'un répertoire, et pas le répertoire, seulement le contenu. C'est par exemple répertoire mp et j'ai fait la sinistre pour effacer seulement le contenu. Thierry, on affiche le contenu de répertoire, elle est vide. Et on passe à la commande suivante, c'est get date. Il affiche la date. Et si je veux changer le format de date, format, et je donne le format que je veux, par exemple. Et voici le format 2022 40 20 15. Et il existe notre format. Et voici
2022 40 20 15. On passe à la dernière commande. La dernière commande, c'est test. Pour tester, c'est un répertoire, un chemin, plutôt un chemin existe ou non. Euh, what? Direct, what? Mentionner le chemin. Si le chemin existe, le console va retourner true et sinon retourne false. Ta réponse booléen. Et voilà, retourne true car le chemin il existe. On passe à des variables. Pour déclarer une variable, il faut ajouter le préfixe dollar ma variable. Par exemple, dollar ma variable, on affecte hello world. Et pour forcer le type de variable, on peut ajouter le type ici, string, ma variable égale hello world. Et on peut aussi stocker des résultats d'une commande dans une variable, par exemple. Le variable service state, on l'affecte get service, le commande get service. On voit tout ça dans le terminal. Prendre le variable array, on l'affecte hello. On affiche le contenu variable. Et voilà, si on peut forcer le type string, array égale par exemple st. Et je vois le type de variable. Je fais array point get type. Et voici le type de le contenu variable string. Et je fais string, mais j'affecte des nombres. Toujours le contenu de variable string. On a dit qu'on peut affecter le variable à une commande, par exemple pwd. Elle m'affiche le chemin vers le répertoire, le chemin d'accès vers le répertoire aussi situé l'utilisateur c/user/ph. On affecte array égale à pwd. On affiche le contenu de variable array. Et voici le chemin save/user/ph. On passe à l'exécution des scripts. Pour exécuter des scripts PowerShell et point fichier PS1 sur une machine, il faut que la politique d'exécution du système le permette. Cette politique n'est pas vraiment un élément de sécurité, mais juste un dispositif pour éviter l'exécution de code PowerShell par inadvertance. Pour connaître la politique active sur une machine, on utilise la commande get execution policy. Pour modifier la politique d'exécution sur une machine, on utilise cette exécution policier unrestricted. Et finalement, la politique d'exécution la plus respective est all sign-in.
À l'inverse, nous avons on passe à le terminal pour exécuter certains scripts. Power. Hein. Il peut ouvrir le PowerShell autant que administrateur. On copie cette commande. Oui, on copie. On tape 0 et oui. Et maintenant, il faut donner le chemin où le script existe. Exemple test. Et on va voir le script. Que je veux l'exécuter. C'est le script. Le variable name demande de donner le nom, demande de donner l'âge, variable âge, et write host votre nom, et on donne le variable $name et aussi votre âge, et on donne le variable $âge. On l'exécute. Point anti-slash hello point ps1. Elle demande d'entrer mon nom. Par exemple, celui-là. Votre âge. Elle m'affiche votre nom est Rachida et votre âge est 18. On passe à la deuxième script. Le script de boucle for qui permet de compter de 1 à 10. On l'exécute dans le même chemin. Anti-slash for l'extension .pc1 et elle m'affiche les nombres de 1 à 10. Et aussi un script conditionnel, if on a une variable, on affecte à la variable numéro 4 et on a un commentaire if else test condition. Et ceci est la condition. If le variable a est inférieur ou égal 5, write host cette variable est inférieure à 5, else write host cette variable est supérieure à 5. On le teste. Point condition .ps1. Et on a donné la variable le nombre 4 et le nombre 4 est inférieur à 5. Si on modifie le nombre qu'on a donné à la variable, par exemple on donne 10, on a donné 10, on le donne 10. On teste deuxième fois. Cette variable est supérieure à 5. Le pipeline.
En PowerShell, le pipeline permet d'inconnecter différentes commandes puisque la sortie d'une commande sera l'entrée de la suivante. Et c'est un exemple de commande pipeline. Get service pipe where objet dollar underscore point statut tiret EQ running. Ci-dessus correspond ci-dessus statut correspond à une propriété de l'objet renvoyé par getService. Le fait d'indiquer le $_ point statut permet de lire directement la valeur de cette propriété. Et ensuite, on utilise l'opérateur OQ equal, c'est-à-dire égal, pour filtrer sur le statut running. On passe à le terminal pour tester cette commande. Et voici l'exécution de la commande pipeline. L'entrée de la commande getService sera la sortie de la commande suivante. La sortie de commande de getService sera l'entrée de la commande suivante. Et statut, name, display name, etc. On passe à les avantages et les limitations de PowerShell. D'abord, les avantages de PowerShell. PowerShell peut gérer les chaînes de caractères avec une unité de 16 bits, comme cela se fait sur Windows, la plateforme .NET, Java et JavaScript. Limitations. PowerShell ne peut pas afficher le caractère Unicode lorsqu'il est utilisé au travers de Windows Console Subsystem. Un contournement pour y arriver consistait à utiliser l'éditeur PowerShell ISE, une interface graphique.